Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capitaux, le podcast qui aide à comprendre. Un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les super pouvoirs des animaux. Je suis Sabrina et à la coprésentation de ce numéro, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour Sabrina. Nous l'avons durement constaté, l'être humain ayant le super pouvoir de côtoyer d'un peu trop près le pangolin en question a eu tout le loisir de nous démontrer son super pouvoir à lui, nous transmettre des virus. Pourquoi ? Comment ? Et est-il le seul à pouvoir le faire ? Voilà quelques questions que nous allons aborder avec notre expert dans quelques instants. Mais d'autres animaux ont, heureusement, des pouvoirs beaucoup plus cool, comme celui d'émettre de la lumière, de se repérer aux ultrasons ou de soulever 850 fois son propre poids. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas griller les effets de notre invité. Bonjour Jean-François Rez. Bonjour Sabrina, bonjour Alain. Jean-François Rez, vous êtes biologiste, professeur UC Louvain et chercheur au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology. Et dans la prochaine demi-heure, vous allez nous expliquer, tel un conteur d'histoire, les pouvoirs des animaux qu'on peut observer dans nos jardins, ou du moins pas trop loin. C'est bien ça ? Oui, en cette période estivale, je vous propose quelques animaux extraordinaires que l'on peut rencontrer chez nous, notamment pendant les belles soirées d'été bien chaudes. Alors on va parler du rhinocéros, de mammifères volants et d'animaux luminescents. Alors, première nouvelle, parmi les animaux extraordinaires qu'on peut croiser chez nous, on retrouve un rhinocéros. Oui, vous ne le savez pas, mais votre potager abrite peut-être quelques beaux spécimens de rhinocéros. Alors, pas le grand rhinocéros africain ou asiatique, car vous auriez déjà certainement aperçu des dégâts occasionnés à vos salades. Non, il s'agit du scarabée rhinocéros, un fabuleux insecte qui devient assez commun chez nous. Un scarabée de couleur brun-rouge qui mesure 5 cm. Alors c'est au mâle de l'espèce que l'espèce doit son nom, car le mâle possède une corne située en avant de la tête, une assez grande corne qui a une longueur qui peut atteindre plusieurs centimètres. Alors cette corne, elle sert d'arme de combat. Alors, la vie de cet insecte est absolument extraordinaire, assez particulière. Les larves sont saproxylophages. Alors c'est un mot compliqué. Sapro, ça veut dire décomposition, xylo, c'est l'arbre, phage, ça veut dire manger. Donc ce sont des animaux qui mangent du bois en décomposition. Alors pendant plusieurs années, ces larves vont manger et digérer la cellulose des arbres en décomposition grâce à des bactéries symbiotiques qui sont présentes dans leur intestin. Sans ces bactéries, incapacité totale de digérer la cellulose. Donc il faut ces bactéries pour digérer la cellulose, pour transformer cette cellulose en énergie. Et au bout de 2 à 4 années de vie sous l'écorce des arbres, en décomposition, eh bien les larves vont se transformer en une nymphe, d'où va émerger l'adulte. Un adulte qui, et c'est assez particulier, ne vivra que quelques mois, d'environ de juin à l'automne. Donc là, on peut les voir maintenant, mais savoir que en automne, tous ces adultes seront morts, parce qu'en fait, ils ne mangent pas. Les adultes ne mangent pas, ils vivent sur les réserves qu'a accumulé la larve pendant les nombreuses années qu'elle a passées sous l'arbre en décomposition. Alors s'il ne vit que quelques mois et qu'il ne cherche pas de nourriture, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, le scarabée rhinocéros ? À votre avis, Alain ? Eh bien, pendant ces quelques mois, les adultes n'ont qu'un seul objectif, évidemment. Ils ne mangent pas, eh bien, ils vont donc essayer de se reproduire. La reproduction est essentielle à ces adultes, donc ils ne sont là que pour se reproduire. Ils ont 3-4 mois là pour assurer finalement la pérennité de l'espèce. Et ça fonctionne. Alors, ces animaux-là sont depuis assez longtemps sur Terre, donc c'est un système qui fonctionne, qui a été bien éprouvé pendant des millions d'années. Alors, évidemment, ils doivent se reproduire et il faut imaginer que la lutte pour les femelles va être très rude. Et les mâles vont s'engager dans des combats extraordinaires pour les femelles. Les femelles vont attendre patiemment leur Roméo dans les arbres et les mâles vont arriver et ils vont devoir, avant de pouvoir s'accoupler avec la femelle, ils vont devoir éliminer les concurrents. Et c'est grâce à leurs cornes qu'ils vont pouvoir se battre. En fait, il y a des combats dans les arbres entre les mâles rhinocéros, un peu à la manière des combattants sumo japonais. Vous savez, ces sumo qui ont intérêt à être très très volumineux pour essayer d'évacuer le concurrent hors du ring. Ici, les scarabées mâles vont devoir jeter les autres mâles en bas de la branche. Ils vont les faire tomber. Et celui qui va pouvoir comme ça arriver jusqu'à la femelle en faisant tomber tous les autres mâles aura la chance de pouvoir s'accoupler avec la femelle. Alors, cette corne est extraordinaire parce qu'en fait, on a remarqué que la taille de la corne des mâles était de taille très variable. C'est pas déterminé génétiquement, mais c'est bien déterminé par le régime alimentaire, pas de l'adulte puisqu'il ne mange pas,
mais le régime alimentaire de la larve. Et donc, plus la qualité et la quantité de nourriture ingurgitée par la larve seront importantes, et bien plus longue sera la corne par rapport au corps. Et donc, cette taille de larve, la taille de la corne est vraiment liée à l'alimentation de la larve. Et plus cette larve va bien manger, plus le mâle qui va hériter de cette corne aura du succès reproducteur. Alors, cette corne est extraordinaire et toute la morphologie de cet animal est assez extraordinaire. Ces animaux seraient capables de soulever un poids équivalent à 850 fois leur propre poids, ce qui en fait le champion toute catégorie des animaux. Et il vit dans nos jardins. Si on devait faire une comparaison avec l'être humain, c'est comme s'il pouvait soulever plus de 60 tonnes. Mais depuis quand le trouve-t-on chez nous, le scarabée rhinocéros? Alors en effet, effectivement, un poids de 60 tonnes, c'est vraiment très impressionnant. Alors au départ, ce coléoptère rhinocéros était plutôt une espèce du sud de l'Europe. On peut la trouver jusqu'au Pakistan, en Afrique du Nord. Et il était très rare chez nous il y a quelques décennies. Moi, quand j'étais enfant, je courais derrière les insectes. C'est ce qui m'a finalement fait devenir biologiste. Et on ne voyait pas de rhinocéros à l'époque. Une vocation précoce alors chez vous. Mais donc vous parlez de plusieurs décennies. Qu'est-ce qui a fait qu'on peut désormais en voir chez nous dans nos jardins? Alors on pourrait dire que le changement climatique peut influencer la remontée des espèces, hein, comme toutes les espèces ont tendance à remonter actuellement à cause de ce réchauffement climatique. Mais il y a une autre raison en fait à cette remontée dans le cas de cet insecte. En fait, peut-être que vous avez chez vous un compost. Alors ce compost, vous l'utilisez pour déposer la matière organique, les déchets alimentaires, et après quelques années, vous pouvez récolter du terreau. Eh bien, les composts sont très intéressants pour ces rhinocéros qui servent un peu de relais dans leur migration vers le nord. Ils ont utilisé en fait ces composts qui à la fois sont une ressource extraordinaire en termes de matière organique. On va y trouver la matière organique en décomposition, c'est ça le compostage, et donc la larve va là trouver un environnement extrêmement riche en alimentation. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que le compost, si vous avez un compost chez vous, vous avez vu peut-être qu'en hiver, il fume. En fait, un compost, quand la matière organique se décompose, elle produit de la chaleur. Et cette chaleur est évidemment très intéressante pour la larve qui va se développer à l'intérieur. Ça va à la fois lui permettre d'avoir une très bonne température pour accélérer son développement, et donc faire raccourcir le temps de développement de la larve, mais également ça va lui permettre de passer l'hiver dans des conditions de température idéales. Il y aura très peu de gel dans le compost puisque cette matière organique qui se décompose entretient une température plus élevée que la température environnante. Et donc, il faut surtout pas éliminer ces larves, hein, si vous en trouvez dans vos composts, vous les trouvez, elles font jusqu'à 10 cm de long, ce sont des larves blanches qui ont le corps un peu recourbé, avec une tête brunâtre. Il faut surtout pas se dire que c'est un ennemi de votre potager, de vos salades, mais il faut surtout se dire que finalement elles vont aider à la décomposition de la matière organique, et donc faciliter le compostage, et en même temps, comme l'adulte ne se nourrit pas, eh bien il ne pose aucun danger pour vos salades, et donc contrairement aux grands rhinocéros, vous pouvez les laisser cohabiter avec votre potager. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre créature extraordinaire dans nos jardins? Alors un autre insecte extraordinaire que vous avez peut-être aperçu cet été, le soir, même l'obscurité est totale, c'est un petit insecte qui émet de la lumière. Il est extrêmement visible le soir, vous allez voir un point lumineux. Parfois, vous pouvez penser que c'est le reflet de la lumière de la lune sur une feuille ou un morceau de verre. Eh bien non, c'est un insecte qui produit de la lumière. Alors, si vous approchez votre lampe de poche de ce petit point lumineux, vous découvrirez un animal qui ne ressemble pas tellement à un insecte volant tel que vous les connaissez, mais plutôt à une larve d'insecte, une larve de coccinelle pour ceux qui connaissent. Eh bien, cette petite larve-là, qui ressemble en tous les cas à une petite larve, émet de la lumière, mais n'a pas d'ailes. C'est un insecte là qui est aptère, c'est-à-dire qu'il a perdu les ailes au cours de son développement, et il est incapable de voler. Ça fait rêver de pouvoir produire de la lumière, c'est très féerique. Ils font comment concrètement ? Alors concrètement, la lumière de l'animal, si vous approchez de l'animal avec une lampe de poche, vous verrez que la lumière sort de la partie postérieure du corps, de son abdomen. En fait, dans ces segments de son corps, il y a des réactions chimiques qui ont lieu, qui vont utiliser l'oxygène, qui va oxyder une molécule et qui va voir son contenu énergétique, son contenu en énergie augmenter. Et elle va amener cette molécule, ça va amener la molécule dans un état instable et il va revenir à son état normal en émettant de l'énergie. Et cette énergie, en fait,
va être émise sous forme de lumière. Alors, on appelle ce phénomène de chémiluminescence ou chimioluminescence, et puisqu'elle a lieu dans un organisme vivant, on va parler de bioluminescence, de luminescence d'origine vivante. Alors, c'est un phénomène qui est assez rare sur Terre, mais c'est une capacité qui est très abondante chez les organismes marins, en particulier dans les profondeurs, qui vivent là dans des conditions d'intensité très limitées en lumière, une grande obscurité, voire le noir absolu. Et donc, dans ce milieu-là, on va trouver des poissons, des crevettes, des poulpes qui vont produire de la lumière pour différentes fonctions, comme éblouir un prédateur, chasser, attirer des proies. Certaines espèces de méduses aussi, peut-être pas celles qu'on croise à la mer du Nord, mais elles produisent de la lumière, non? Alors effectivement, celles qu'on trouve en mer du Nord, elles n'émettent pas de lumière, mais on va trouver de nouveau dans les profondeurs des océans une très grande variété d'espèces de méduses qui émettent de la lumière. Elles émettent de la lumière sous forme de flash, en fait. Quand elles sont touchées par un autre organisme ou qu'elles heurtent un objet, elles vont émettre des flashs, elles vont pouvoir clignoter vraiment pendant plusieurs secondes. Elles vont faire de gros flashs lumineux assez intenses. Alors, les méduses, ce qui est paradoxal avec les méduses, c'est qu'elles n'ont pas d'yeux. Et donc, elles ne peuvent pas voir la lumière qu'elles émettent. Et donc, l'émission de lumière, là, n'a pas un rôle de communication. Elle a, en fait, un rôle d'échappement à la prédation, pour échapper aux prédateurs. Alors, d'une part, cette émission de lumière peut effrayer en fait les prédateurs, qui vont, en heurtant la méduse, vont voir un éclair de lumière et eux ont des yeux bien développés, ils vont s'en écarter, ils vont s'échapper, ils vont s'enfuir. Mais il y a une autre fonction qui est de prévenir en fait le prédateur que elles sont urticantes. Les méduses, vous le savez peut-être, et peut-être que vous l'avez vécu vous-même malheureusement, elles peuvent vous infliger des brûlures parce elles ont des cellules tout à fait particulières qui sont capables d'injecter un venin dans les organes qu'elles touchent. Et donc, associer cette lumière émise, ce signal lumineux, à une toxicité est intéressant parce que si vous touchez une fois une méduse, eh bien la prochaine fois que vous voyez une méduse, vous allez probablement ne pas vous en approcher. Alors, c'est un phénomène qui est assez fréquent dans le monde animal. On appelle ça de l'aposématisme. C'est-à-dire que c'est un signal émis qui, associé à une autre particularité, par exemple une toxicité, un mauvais goût, eh bien, va faire que l'animal prédateur va en associant ces deux paramètres-là, va faire que la prochaine fois qu'il voit une émission lumière d'une méduse, eh bien, il ne va plus essayer de s'en approcher un peu plus, il va rester bien éloigné de la méduse. C'est comme les coccinelles qui sont rouges et noires, elles signalent aux prédateurs qu'en fait elles produisent une substance qui est extrêmement désagréable au goût et donc qui favorise la non-ingestion. Et cette alarme alors qui sert à prévenir le prédateur, est-ce qu'elle sert aussi à prévenir quelqu'un d'autre? Oui, en fait, l'alarme d'une méduse, donc imaginez la méduse est heurtée par un poisson par exemple, cette méduse va émettre de la lumière, donc le poisson soit il va être effrayé parce qu'il n'aime pas les méduses, mais soit effectivement il aimerait bien manger la méduse malgré tout. Eh bien en fait cette émission de lumière va servir un peu comme une alarme anti-vol. Vous savez les alarmes anti-vol qu'on met sur les maisons qui émettent de la lumière et un son généralement assez tonitruant. Eh bien la méduse fait un peu ça. Elle va émettre un signal lumineux assez puissant qui en fait va attirer non pas la police, comme dans une alarme anti-vol, ou bien les voisins, mais qui va attirer en fait le prédateur de son prédateur. Donc, si c'est un poisson qui vient heurter, qui essaie de manger la méduse, le signal va faire que le prédateur de ce poisson, qui pourrait être un plus gros poisson, va être attiré, va venir en fait débarrasser quelque part la méduse de son prédateur. Et donc, dans les deux cas, eh bien, la méduse va pouvoir soit être non ingérée, soit elle est complètement sauve en tous les cas. Et chez le ver luisant, l'émission de lumière, ça fonctionne aussi comme une alarme? Alors, chez le ver luisant, la fonction n'est pas d'attirer des proies comme chez beaucoup d'organismes luminescents, mais bien d'attirer le sexe opposé. Donc, en fait, ce sont les femelles de l'espèce qui émettent de la lumière par les derniers segments de l'abdomen. Donc, ces petites larves dont je vous parlais, ce sont les femelles. Les mâles, eux, ne vous les trouverez pas généralement dans les herbes. Ils sont en vol. Les mâles vont voler et ils vont repérer en fait le signal lumineux émis par la femelle. Et eux aussi ont une capacité un peu moins développée d'émettre de la lumière. Ils vont émettre des signaux, se rapprocher de la femelle, et si le courant passe bien, c'est un courant lumineux, eh bien, ils peuvent pouvoir s'accoupler et ainsi assurer la pérennité de l'espèce. Donc là, on a un organe lumineux, une luminescence qui sert à attirer, à la reconnaissance,
intraspécifiques, si vous voulez. Donc, les deux sexes à l'intérieur de l'espèce se reconnaissent par le motif lumineux qui est émis. Oui, mais du coup, en émettant ce signal lumineux, elle se rend visible pas uniquement du mâle de son espèce, mais de tous. Est-ce que c'est pas dangereux pour la femelle de se rendre si visible? Ah oui, en effet, être très visible dans l'obscurité, c'est extrêmement dangereux. Et donc, on peut s'étonner en fait qu'un système comme celui-là ait été gardé dans l'évolution. Et s'il a été gardé, c'est que ça procure en fait un avantage. Quelque part, il y a quelque chose qui se passe là qui fait que la prédation sur ces espèces est limitée. Et en fait, il y a eu des études assez intéressantes qui ont été réalisées par un jeune universitaire de l'université d'Anvers il y a quelques années, qui ont montré que les crapauds à qui on donnait à manger un ver luisant, en fait, le recrachaient très très vite. Et d'autant plus qu'il l'avait déjà testé une première fois. Et donc, après une première tentative d'ingestion, en fait, les crapauds associaient la petite lumière verte produite par le ver luisant à un très mauvais goût, en tous les cas une sensation très désagréable dans la bouche. Et ils l'excluaient alors de leur régime alimentaire. Eh bien, c'est comme chez les méduses, c'est le fameux aposématisme, donc c'est l'association d'un signal visible, ici une luminescence, à une caractéristique désagréable lorsqu'on veut ingérer la proie. Exactement comme on l'a dit chez les méduses. Est-ce qu'on trouve d'autres insectes qui produisent de la lumière? Alors, la capacité de produire la lumière est présente chez d'autres insectes. Et chez les espèces terrestres, c'est essentiellement des insectes et essentiellement des coléoptères, comme les scarabées dont on parlait au départ. Alors, il y a plus de 2000 espèces de coléoptères bioluminescents. C'est énorme. On les appelle en fait les lucioles, généralement. On regroupe ces animaux sous le terme de lucioles. Alors, contrairement aux vers luisants, eh bien, les individus des deux sexes sont dotés d'ailes. Et leur émission de lumière n'est pas une émission continue, une lueur continue comme ça qui brille de manière continue dans la nuit. Chez la plupart des lucioles, la lumière est émise sous forme de flash. Et ce qui est intéressant, c'est que les flashs sont émis en vol, puisque dans ces espèces-là, les mâles et les femelles sont capables de voler. Et donc, ils vont émettre des flashs lumineux en volant, ce qui va faire comme des signaux. Vous imaginez un insecte qui vole dans l'obscurité, il émet des flashs, et selon la durée du flash qu'il émet, en fait, ça va faire des traits de lumière, un peu comme un signal de Morse, que vous pouvez voir, mais sous forme de lumière dans l'obscurité. C'est absolument extraordinaire à voir. Si vous avez l'occasion de voir ça, ce sont des visions qui marquent l'esprit. Et donc, ces signaux lumineux vont permettre en fait la reconnaissance entre les individus des deux sexes. Les mâles et les femelles reconnaissent exactement la séquence, par exemple un flash long, un flash court, un flash long, un flash long, un flash court, qui pourrait être spécifique d'une espèce. Et donc ça va permettre en fait la reconnaissance des individus mâles et femelles à l'intérieur d'une espèce, qui est absolument extraordinaire. Chaque espèce a son code qui permet vraiment la reconnaissance. Alors ce qui est assez fabuleux, et ça montre la créativité du vivant, c'est que certaines femelles de certaines espèces ont appris à reproduire le code d'autres espèces. Alors, c'est pas qu'elles sont tentées par une infidélité à leur propre espèce, mais en fait, elles émettent des flashs lumineux qui vont attirer le mâle de l'autre espèce, non pas pour s'accoupler avec eux, mais pour les dévorer. Vous voyez que la créativité est extraordinaire dans le monde du vivant. C'est des méthodes dignes d'agents secrets. Il y a une véritable guerre d'espionnage alors chez les insectes. Oui, on peut vraiment parler d'une guerre d'espionnage avec des signaux qui sont reconnus, des brouillages de signaux. Et en fait, ça existe dans d'autres espèces. Et une espèce très intéressante, ou en tout cas une série d'espèces très intéressantes en termes d'espionnage, ce sont les chauves-souris, qu'on peut aussi voir dans le jardin pour le moment. Si vous voulez vous sortez le soir à la tombée du jour, vous pouvez les voir voler. Si vous habitez à une proximité d'une région où elles nichent, vous allez pouvoir les voir voler à la recherche en fait d'insectes. Alors, elles chassent les insectes volants, et ce sont en fait des mammifères, on les appelle chauves-souris, mais c'est vraiment, effectivement, on devrait les appeler les souris volantes plutôt que les chauves-souris, parce que ce qui est caractéristique, c'est qu'elles volent. Elles ont développé des ailes extraordinaires qui leur permettent de faire du vol battu. Le vol battu, c'est le fait, comme les oiseaux, de pouvoir battre des ailes, et non pas simplement d'utiliser, comme certains mammifères, comme par exemple les écureuils volants, utilisent des extensions de leur peau qui permettent de planer. Ici, on a vraiment des animaux qui font du vol battu, qui battent des ailes. Alors, les ailes, en fait, comme le nom du groupe l'indique, les chiroptères, donc les chauves-souris sont regroupées sous l'appellation de chiroptères. Chiro, c'est la main,
et ptère, c'est l'aile. Donc en fait, ce sont des mains qui ont été transformées en ailes. Et comment cela s'est fait? Eh bien, les ailes ont été formées par extension des doigts, donc elles ont des doigts extrêmement longs qui font plusieurs dizaines de centimètres. Par rapport à leur corps, vous imaginez que nous aurions des doigts qui feraient plusieurs dizaines, 30, 40, 50 centimètres. Et entre ces doigts, elles ont gardé des peaux, des extensions de la peau qui vont former vraiment une voile entre les phalanges. Donc ces ailes sont apparues dans ce groupe de mammifères et qui a connu un succès énorme. Donc on les voit peu, les chauves-souris, parce qu'elles sont très discrètes, mais en fait c'est un groupe énorme de mammifères qui compte environ 1500 espèces, et qui en fait le deuxième groupe le plus important de mammifères après les rongeurs en termes de nombre d'espèces, ce qui est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est une stratégie qui a connu énormément de succès dans l'évolution. Et ces chauves-souris, elles vivent comment dans nos régions? Alors, les chauves-souris européennes sont nocturnes et insectivores. Elles sont toutes nocturnes et insectivores. C'est pas le cas de toutes les espèces. Si vous allez en Asie, vous allez pouvoir observer, par exemple, ce qu'on appelle les renards volants, les flying foxes, qui sont des énormes chauves-souris qui font 30, 40 centimètres d'envergure, voire même plus, et qui sont frugivores et qu'on peut voir voler pendant la journée. Les nôtres sont nocturnes. Elles dorment la journée, environ pendant 20 heures, et elles vont chasser les insectes pendant quelques heures, au crépuscule, à la tombée de la nuit. Pendant la journée, elles se tiennent dans des endroits très sombres, comme les caves, les grottes. Peut-être que vous avez pu observer ça chez vous. Effectivement, des caves, des endroits très sombres et frais, dans lesquels elles vont se maintenir pendant la journée et sortir lorsque le soleil sera couché. Alors pour revenir à votre question de l'espionnage, alors ces animaux ont développé un système extraordinaire de perception de leur environnement par écholocation. Alors c'est quoi l'écholocation? L'animal va émettre des sons et il va analyser avec ses organes sensoriels l'écho que ces sons produisent et qui reviennent vers l'animal. Alors les sons des chauves-souris sont particuliers, ils sont dans la catégorie des ultrasons, c'est-à-dire que leur fréquence est supérieure à 20 kHz, qui est la fréquence maximale perceptible par nos oreilles. Nous ne savons pas percevoir les ultrasons au-delà de 20 kHz. Et donc, nous ne les entendons pas, ces signaux, ces sons émis par les chauves-souris. Et fort heureusement, en fait, parce que ces sons sont extrêmement puissants. Les mesures ont montré que l'intensité sonore de ces ultrasons est de l'ordre de 130 décibels. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 130 décibels, mais ça équivaut au bruit émis par un supersonique qui décolle ou un marteau-piqueur. Donc, ce sont des intensités extrêmement fortes, mais que nous ne percevons pas parce que, fort heureusement, nos oreilles sont insensibles à ces longueurs d'onde-là. Alors, elles émettent les ultrasons dans une direction bien particulière et elles vont capter l'écho de ces sons lorsqu'ils reviennent à leurs oreilles. Elles ont des très grandes oreilles, les chauves-souris. Eh bien, ce qui est vraiment formidable, c'est que le signal qui va revenir va être modifié. Donc, il va être modifié en intensité, il va être modifié même en fréquence. Donc, certaines fréquences vont être absorbées plus ou moins fort par l'objet qui va recevoir ces sons. Eh bien, grâce à ce son, à l'analyse de ce son qui revient, elles vont pouvoir avoir des informations sur la position, la vitesse et même la nature des insectes qu'elles pourchassent. Extraordinaire. Impossible d'échapper à un tel stratagème. Alors on pourrait croire que cette arme de détection est infaillible, mais c'est pas le cas en fait. Des insectes ont développé des techniques, c'est un peu la fameuse guerre, on parlait des lucioles, la guerre d'espionnage, là, on a un peu une espèce de guerre, une surenchère des armes. Eh bien, quand un animal met au point une arme pour détecter une proie, sachez que souvent des proies ont réussi à trouver des astuces pour y échapper. Et on va trouver des insectes, par exemple, qui ont développé des techniques pour échapper aux chauves-souris. Alors, par exemple, ça peut être la détection des ultrasons. Donc, un insecte qui normalement ne perçoit pas les ultrasons va avoir un organe sensoriel qui va lui permettre de détecter le passage des chauves-souris. Et donc, s'il est en plein vol, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se laisser tomber. Un insecte qui reçoit un signal de chauve-souris, eh bien, il va arrêter de voler instantanément et il va tomber sur le sol et ça va le protéger. D'autres vont pousser un peu plus loin, ils vont percevoir ce signal et ils vont émettre eux-mêmes des ultrasons pour brouiller le signal reçu par la chauve-souris. La chauve-souris ne va plus savoir exactement qui est là.
dans quelle direction ça se trouve, à quelle vitesse ça fonctionne. Donc c'est absolument génial, ces insectes qui ont vraiment développé une arme de défense active contre la perception par les chauves-souris. Alors, une fois rassasiées, ces chauves-souris vont retourner dans leur refuge. Donc, vous expliquez qu'elles dorment à peu près 20 heures par jour, les bienheureuses. Elles sont extrêmement maladroites sur le sol et donc, vous le savez, elles se suspendent par les pattes arrière, la tête en bas. Et elles sont très peu mobiles. S'ils tombent sur le sol, elles sont extrêmement maladroites pour se déplacer avec leurs pattes. Donc, elles vont vraiment toujours s'accrocher sur un plafond. Et puisqu'elles peuvent comme ça vivre de manière très peu active, en fait, eh bien, comme généralement chez les animaux, les chauves-souris vont, puisqu'elles ont une activité métabolique, on va dire une activité qui est réduite, qui est faible, elles vont en fait vivre très longtemps. Les chauves-souris, par rapport à leur poids, normalement, elles devraient vivre quelques années. En fait, les chauves-souris, parce qu'elles ont une activité réduite, un métabolisme lent qui va les préserver, si vous voulez, eh bien, elles vont pouvoir vivre jusqu'à 30 ans et voire même 40 ans. C'était le cas d'une colonie qui a été maintenue en captivité comme ça. Pendant 41 années, on a eu une colonie de chauves-souris qui est restée vivante grâce à cette faible dépense d'énergie. Alors, comme tous les mammifères, elles sont vivipares, donc la mise au monde a lieu en suspension, vous imaginez, que le jeune va sortir par le dessus de la mère et il va devoir en fait s'agripper par ses propres moyens à la mère pour ne pas tomber, puisqu'évidemment la mère elle est suspendue dans une cave, une grotte, et donc il va devoir descendre en s'agrippant lui-même à proximité des mamelles de la chauve-souris. Les femelles ont généralement deux mamelles, elles ont toujours deux mamelles d'ailleurs. Elles ont deux mamelles qui va produire une production lactée, donc va se nourrir le petit. Alors, ce qui est assez intéressant chez les chauves-souris, vous avez peut-être déjà vu, les chauves-souris elles vivent en fait en colonie. Et lorsqu'il y a des naissances, les femelles vont vraiment se rassembler dans une colonie maternelle et elles vont prendre en charge l'éducation, enfin oui, la protection, on va dire plutôt, des jeunes qui vont être dans une espèce de nurserie. Et lorsqu'une femelle doit aller chasser, parce qu'elle doit se nourrir, eh bien, les autres femelles vont s'occuper du petit et elles vont ensuite remettre le petit à sa mère lorsqu'elle reviendra à la colonie. Mais donc les chauves-souris se nourrissent d'insectes. L'hiver, il n'y a pas d'insectes ou ils sont plus compliqués à trouver. Elles font comment à ce moment-là ? Alors en effet, il y a très peu d'insectes qui sont capables de voler lorsque la température est basse simplement. Et donc à la fin de l'été, beaucoup de ces insectes vont mourir ou bien hiberner, ils vont se cacher sous des pierres, dans le sol, et on a certaines espèces d'insectes, on voit par exemple des insectes qui rentrent dans les maisons, par exemple à l'automne, vous avez peut-être déjà vu, chez vous, des papillons qui venaient se réfugier, des mouches qui viennent se réfugier à l'intérieur de nos maisons pour se protéger de l'hiver. Eh bien les chauves-souris font la même chose. Elles vivent dans des cavernes, elles vivent dans des caves, en fait elles vont hiberner, et donc pendant plusieurs mois, elles vont rester dans leur abri et rentrer dans un espèce d'état de torpeur. Alors, la température corporelle qui normalement est de 37 degrés, voire jusqu'à 41 degrés, donc ce sont des espèces qui sont capables de faire monter très très haut leur température corporelle, notamment lorsqu'elles sont en activité, donc elles sont généralement peu actives, mais quand elles sont actives, elles sont très actives et le vol va générer une forte quantité de chaleur et leur température va monter jusqu'à 41 degrés. Mais pendant qu'elles hibernent, leur température peut chuter jusqu'à 10 degrés. Donc on a vraiment une chute très importante de la température corporelle. Et donc ça va ralentir toutes les fonctions des chauves-souris, et elles vont dormir comme ça pendant de nombreux mois. Alors, puisque je parle de ça, je pense qu'il est important aussi de dire aux auditeurs que lorsque vous rentrez dans une grotte, une cave, surtout en hiver, il ne faut surtout pas y rester, il ne faut pas déranger les chauves-souris, parce qu'en fait, elles sont dans un mode d'hibernation, avec un métabolisme ralenti, et si elles doivent se remettre en activité, déjà c'est très difficile pour elles parce qu'elles ont très peu d'énergie, leur température corporelle étant très très basse, donc leurs muscles vont fonctionner très très lentement, le cerveau va fonctionner très lentement, donc elles sont vraiment en danger là, et si elles augmentent leur température corporelle, ça va entraîner une consommation d'énergie importante, et alors elles vont gaspiller de l'énergie dont elles ont absolument besoin pour passer la saison froide. Si elles n'ont pas assez d'énergie, elles peuvent mourir en cas d'hibernation. Justement, comment se portent les populations de chauves-souris ? Alors malheureusement, les populations de chauves-souris sont en déclin. Malgré toutes les mesures de protection que l'on prend, toutes les chauves-souris européennes sont protégées.
Donc, on est absolument interdit de chasser, de détenir des chauves-souris, de les déranger, de les mettre en danger. Alors, les raisons sont nombreuses, mais il y a la régression des populations d'insectes. Hein. Vous avez peut-être entendu parler effectivement de l'impact de l'activité humaine sur les populations d'insectes. Il y a eu des régressions extrêmement importantes et on peut le voir soi-même. Hein. Certains insectes se portent bien, mais d'autres vont très très mal. Et globalement, la perte est énorme. Et donc, ça veut dire que une plus faible ressource pour les chauves-souris, plus difficile à trouver. Les pesticides sont la cause notamment de la disparition des insectes, mais ces pesticides donc vont à la fois impacter les populations d'insectes, mais également les chauves-souris, puisque les insectes qui survivent peuvent peut-être aussi être exposés aux pesticides, et donc ingurgiter des pesticides qui vont s'accumuler dans les chauves-souris. Et donc ça va leur poser des problèmes également. Il peut y avoir des empoisonnements aux pesticides. La disparition des abris. Donc les chauves-souris vivent dans des caves, des granges, des grottes. Alors les granges, par exemple, il y a une grande tendance dans nos régions à rénover des granges, pardon, ou à également habiter des caves qui n'étaient que des caves. Tous ces travaux de rénovation, en fait, privent les chauves-souris d'abris et d'habitats qui sont très précieux. Et puis alors la pollution lumineuse. La pollution lumineuse n'attire pas directement donc la lumière qu'on va émettre dans des lampadaires, dans les villes, etc. Elles ne sont pas attirées par les lampadaires, donc c'est pas ça qui les met en danger, mais c'est le fait qu'elles sont attirées par les lampadaires, dans le sens où les lampadaires attirent eux-mêmes beaucoup d'insectes, et donc ce sont des endroits où il est intéressant de chasser. Les chauves-souris peuvent se nourrir assez facilement lorsqu'il y a des lampadaires. Le problème, c'est que ça les rend très visibles, puisqu'il y a de la lumière, alors que normalement elles volent dans l'obscurité. Ça les rend très visibles à leurs prédateurs, comme les rapaces, et donc qui vont avoir un impact plus important sur les populations de chauves-souris. Alors, on suspecte aussi les chauves-souris de transmettre les virus, notamment les coronavirus, par exemple. Évidemment, et qui ne le sait pas encore, que effectivement les chauves-souris comptent parmi les vecteurs de maladies virales. Alors, c'est que les chauves-souris vivent très près des hommes. Hein. Généralement, on parle de caves, de granges, les grottes un peu moins. Mais donc, voilà, elles vivent à la fois à proximité des humains, et en même temps, on a tendance à détruire leurs habitats naturels, ce qui va encore les rapprocher un peu plus des êtres humains. Alors, donc on va finalement augmenter les contacts entre les humains et les chauves-souris. Alors, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, leur système immunitaire est très efficace en fait. Ce sont des animaux qui ne vont pas facilement tomber malades à cause de ces virus, et donc elles vont les transporter sans avoir de symptômes, sans être malades. Et comme elles vivent de manière très confinée, hein, c'est un terme que l'on connaît bien, le confinement, eh bien les chauves-souris sont des animaux qui vivent en colonies, très confinés, les unes contre les autres. Et donc, lorsqu'un virus est présent dans un individu, eh bien, il n'y a pas de respect des règles sanitaires, hein, comment on appelle ça, de distanciation sociale ou physique. Elles sont très proches les unes des autres, et donc elles vont se transmettre très très facilement les virus. Et donc, on va avoir comme ça des réservoirs importants de virus. Alors, comme leur température corporelle en plus peut monter au-dessus de 40 degrés, hein, lorsqu'elles sont en vol, elles sont capables de monter à 41 degrés en termes de température corporelle, eh bien les virus qu'elles vont transporter vont être résistants à cette température. S'ils restent sur la chauve-souris, dans la chauve-souris, c'est qu'ils sont résistants. Et vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous êtes infecté par des bactéries ou par des virus, vous avez un phénomène de fièvre. Et notamment, c'est pour ça qu'on prend la température dans les aéroports et d'autres lieux. On va mesurer la température, voir si vous avez une fièvre. Alors la fièvre, ce n'est pas qu'un symptôme de la maladie, c'est aussi un moyen pour notre corps de se défendre contre les virus et les bactéries. La température du corps augmente parce que la croissance, la reproduction des virus et des bactéries est moins efficace si la température dépasse 37 degrés. Et donc, on échauffe le corps pour réduire en fait la capacité de prolifération des virus et des bactéries. Mais chez les chauves-souris, puisque les virus sont habitués à survivre facilement à des conditions de température très très hautes, de l'ordre de 41 degrés, eh bien ça rend ces virus plus pathogènes aussi parce qu'on va avoir du mal avec notre système immunitaire, notamment grâce à cet effet thermique que nous générons au niveau de la fièvre, eh bien on va avoir du mal à éradiquer ces virus. Et donc c'est ce qui peut nous rendre aussi particulièrement sensibles aux virus qu'elles transportent. Et pour le pangolin qu'on accuse d'être à l'origine de la pandémie mondiale, c'est la même histoire ? Alors,
le pangolin, c'est un peu différent, puisque le pangolin, c'est un animal qui ne vit pas du tout au contact des êtres humains. C'est un animal assez farouche, c'est un insectivore qui mange des fourmis, qui est plutôt un animal de la forêt, qui vit en partie sous le sol et dans les arbres. Donc c'est pas un animal que vous rencontrerez facilement. Il fuit les hommes, et en plus il est très difficile à garder en captivité. Je ne sais pas si vous avez vu des pangolins en zoo, mais c'est très difficile d'avoir des pangolins en captivité parce qu'ils sont extrêmement sensibles au stress. Euh, alors, ce qui fait que l'homme est en contact avec les pangolins, ben, c'est que, en fait, c'est un des animaux qui est les plus braconnés, un des mammifères les plus braconnés, qui est très recherché par les hommes. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce contact. On parle d'un marché dans la province de Wuhan, en Chine. Eh bien, effectivement, on va braconner cet animal et on va pouvoir le trouver dans certains pays, en tous les cas, sur des marchés. Et pourquoi on le braconne, le pangolin? On consomme quoi chez le pangolin? Alors, le pangolin, il a une réputation d'avoir quelque chose de particulier dans ses écailles. Vous savez, c'est une des particularités du pangolin. Donc, il a vraiment un corps qui est recouvert d'écailles. Et ces écailles, dans certains pays d'Asie, on les dit très intéressantes au niveau de leurs propriétés médicinales. On leur dit que ça va les protéger de plein de maladies, comme on le dit pour la corne de rhinocéros, ce qui fait que le rhinocéros est un animal qui est extrêmement aussi braconné. Mais il faut savoir que la corne de rhinocéros, les écailles de pangolin, c'est exactement la même substance que vos cheveux. C'est de la kératine, c'est une protéine. Et il est bien dommage que on utilise les écailles de pangolin ou les cornes de rhinocéros. On ferait bien de l'utiliser pour autant que les propriétés médicinales supposées soient exactes. On pourrait normalement avoir les mêmes résultats avec les cheveux. Et donc, ce serait plus intéressant qu'on le fasse avec des cheveux. Mais voilà, donc cette carapace est extrêmement efficace. Et lorsqu'il est menacé, le pangolin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rouler en boule, comme le font les hérissons. Vous avez déjà essayé d'attraper un hérisson. Et voir qu'il se met en boule complètement. Il rentre sa tête à l'intérieur d'une cavité qui est sous son corps pour le protéger. Ici, dans le cas du hérisson, il va avoir tous ces piquants qui vont être bien mis en évidence. Dans le cas du pangolin, vous avez une boule qui est très fermée comme un petit ballon qui est extrêmement rigide, résistant, puisque les écailles sont extrêmement rigides. Donc c'est un moyen de protection en fait contre la prédation. Alors, de quoi vivent les pangolins? Les pangolins sont pas du tout des mangeurs de viande, sont pas des animaux carnivores, ils sont insectivores, et très précisément, ils ne mangent que des fourmis et des termites. Alors, pour manger des fourmis et des termites, eh bien, comme les fourmiliers qui sont apparentés mais qui sont pas dans la même catégorie, c'est une évolution convergente des fourmiliers et des pangolins. Eh bien, ils ont développé une langue un peu comme un tube musculeux, très très long, qui fait une dizaine de centimètres, voire une quinzaine de centimètres, qui est très très mobile et qui vont pouvoir comme ça insinuer dans les interstices des fourmilières et des termitières et aller à la pêche vraiment des fourmis et des termites qui vont venir soit se coller, soit simplement mordre la langue pour se défendre, et lui va tirer sa langue, la ramener dans sa bouche et il va avaler les fourmis. Alors pour chasser des fourmis, ils n'ont pas besoin de dents, donc ce sont des animaux qui n'ont pas de dents, et qui ont une vue très très faible. Ils n'ont pas besoin de voir ce qu'ils mangent finalement. Ils ont des yeux extrêmement petits et très peu performants. En revanche, ce qu'ils ont de très développé, c'est leur odorat, qui permet vraiment de sentir les insectes et de repérer comme ça les termitières et les fourmilières dans le sol. Alors, malgré une carapace très efficace, pourquoi ils transportent également des virus? Alors, on ne connaît pas exactement la raison de ce transport important de virus. Ce qu'on voit, c'est que la carapace les protège non seulement des prédateurs, mais également contre les infections bactériennes. Parce que la peau est une voie d'entrée importante des bactéries, des virus. Votre peau est une voie d'entrée, c'est aussi, notre peau est quelque part la première barrière immunitaire de notre corps. Alors, le fait qu'ils aient développé cette carapace, fait qu'ils ont perdu certaines lignes de défense immunitaire. Et on le voit dans des gènes, quand il y a eu une analyse génétique des gènes des pangolins, on voit qu'ils ont perdu certains gènes qui sont un peu les défenses primaires du système immunitaire. Et c'est possible que cela permette en fait le passage néanmoins de virus et de l'installation du virus dans les tissus du pangolin, peut-être au niveau des écailles, on ne sait pas trop. Et c'est peut-être comme ça que effectivement les virus pourraient survivre à l'intérieur des pangolins, puisqu'ils ont ayant perdu cette ligne de défense, les virus peut-être pourraient y trouver un refuge sans affecter l'animal qui
à côté de ça, a un très bon système immunitaire, et faire que finalement ce pangolin peut servir de réservoir de virus. Alors dans le cas de la pandémie actuelle, il est possible que le pangolin ait été en fait lui-même infecté par une chauve-souris. Ça reste un mystère. On voit des similitudes entre les deux, entre le virus qui a touché les humains et les deux virus qu'on va trouver chez les chauves-souris, certaines espèces de chauves-souris, et les pangolins. Donc il y a encore une incertitude sur qui a donné quoi aux humains. Mais il est quand même fort probable que le dernier hôte qui nous ait apporté le virus soit le pangolin. Alors c'est sur ces mots qu'on va refermer le grand livre des pouvoirs des animaux. Merci Jean-François Reyss d'être venu nous faire découvrir ce monde si proche de nous et pourtant encore tellement méconnu. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors je rappelle que vous êtes biologiste UC Louvain et chercheur au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs Alain et Sabrina en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute, sur levif.be et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux du UC Louvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.